voudrais me joindre à toutes les orateurs et les oratrices précédentes pour dire que je trouve que c'est une initiative extraordinaire que vous avez eue d'organiser ce colloque, qui est presque le deuxième, puisqu'on en avait organisé un en 2015 avec l'Institut Émilie du Châtelet, mais qui était beaucoup plus que sciences sociales. Et là, on voit des diversités d'approches extrêmement intéressantes. Alors, c'est pas pour taquiner le président du Conseil d'éthique, mais en introduction ce matin, tu as dit que la France était très en retard. Je trouve qu'à la fin de ce colloque, on pourrait peut-être un peu revoir le diagnostic. C'est peut-être que... Enfin, moi, je trouve qu'il y a énormément de choses qui sont faites. Il y a énormément de questions qui se posent. Je dirais qu'il me semble que finalement, surtout, on est en retard par rapport à la structuration du champ de recherche dans le domaine de genre et santé. On voit plein d'initiatives. Moi, j'ai vraiment été frappée par toutes ces initiatives, ces interrogations, ces réinterrogations de données. Et je trouve qu'il y a sûrement quelque chose vraiment à faire. On en a parlé un peu déjà hier autour d'une structuration pour animer ce champ de la recherche, pour essayer de favoriser les collaborations au niveau international, bien sûr, mais aussi au niveau national, les collaborations entre disciplines. Pas dans une perspective interdisciplinaire où on chercherait à construire des problématiques où tout le monde apporterait sa petite pierre, mais plutôt de croiser les regards. On voit à quel point c'est fécond entre des chercheurs plus en sciences sociales et des chercheuses plus, je mets les chercheurs et les chercheuses, je ne les attribue pas à un domaine précis, mais plus dans les recherches dites fondamentales. Je crois que c'est le moment ou jamais. Le contexte européen, on l'a vu, est favorable. Je pense aussi qu'il faut vraiment vous inquiétez pas, je ne vais pas être longue, mais je pense qu'on a vraiment aussi un travail à faire en termes de clarification des concepts, et je le dis d'autant plus en tant que chercheuse en sciences sociales. On parle de genre depuis ce matin. Finalement, on voit poindre différentes définitions du genre, une incompréhension entre des chercheurs plus en sciences fondamentales et en sciences sociales qui n'ont pas la même définition du genre. C'est compliqué. En sciences sociales, les chercheurs et les chercheuses ne s'accordent pas tous toutes sur la même définition du genre. Donc je crois qu'on a un travail important de clarification à faire des concepts qu'on utilise, des méthodes aussi qu'on utilise. On peut faire des approches genre et santé en travaillant que sur un seul sexe. On n'est pas obligé d'avoir des hommes et des femmes pour faire une analyse de genre. Enfin voilà, plein de questions comme ça qui me paraissent importantes. Et pour ouvrir véritablement la table ronde, je voulais dire aussi un point qu'on n'a pas du tout abordé dans la journée, mais on ne peut pas tout aborder. On a vu qu'on avait déjà abordé beaucoup de choses, mais ou alors j'ai dormi, mais je ne crois pas. Mais on n'a pas parlé vraiment des professionnels de santé, des pratiques professionnelles qui nécessitent aussi une véritable interrogation. Je parlais en aparté tout à l'heure, à l'heure du déjeuner, puisque Emmanuel Cambois nous a fait une présentation complètement déprimante. Avoir une perspective un peu plus optimiste, les choses changent, les choses évoluent. Petit scoop, sauf pour les initiés, aujourd'hui, il n'y a plus de différence dans la prise en charge de l'infarctus du myocarde en France. Ça date, c'est une recherche qui a été publiée il y a 3 jours. Donc les choses évoluent. Il y a 20 ans, il y en a et depuis 20 ans, on n'arrête pas d'en observer. Mais donc sur cette pathologie-là, il n'y en a plus. Sur l'insuffisance cardiaque, c'est monstrueux. Ça reste monstrueux. Donc voilà. En tout cas, en termes de politique publique, puisque c'est ça, politique publique de recherche et de santé, sur la recherche, moi j'invite vraiment à une réflexion structurée de la part de l'INSERM en accord avec les autres structures de recherche à vraiment s'interroger à la nécessité d'accorder une vraie place à ces questions fondamentales de genre et santé. Les connaissances sur les politiques, et vous allez en parler, les connaissances, elles jouent forcément aussi sur les pratiques. Et je pense qu'on peut essayer d'aller un peu loin. Je pense aussi, de par ma casquette défenseur des droits, donc The Famous Equality Body, dont on parlait tout à l'heure, on peut aussi attaquer sous l'angle du droit, sous l'angle de la discrimination. Quand, par exemple, on ne propose pas aux femmes de leur implanter un défibrillateur en cas de problème d'insuffisance cardiaque, alors qu'on propose aux hommes, et que ça a un impact très fort sur la morbidité et la mortalité, à symptômes équivalents, on est face à ce que s'appelle en droit une discrimination. Voilà, donc plein de pistes, en tout cas, pour que les choses changent, pour que la recherche apporte des connaissances qui permettent de déconstruire tous ces enjeux-là, que ça permette aussi aux politiques de lutter contre les stéréotypes
de genre. On a vu ceux sur le cerveau, il y a ceux sur... je vais faire une petite transition avec Geneviève. Ceux sur la sexualité aussi. C'est aussi des recherches en sciences sociales avec une approche de genre qui permet de déconstruire les stéréotypes sur les besoins sexuels des hommes. Enfin, je vais m'arrêter là parce que les exemples sont extrêmement nombreux. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ce colloque était extrêmement stimulant. Voilà, je cherchais le mot. Et j'arrête de parler et je passe la parole. Je voulais commencer en remerciant Hervé Schneeweis pour quelque chose qu'il a fait comme président du comité d'éthique. Ça a été de rendre à Marthe Gauthier tous ses droits en face des attaques de la Fondation Le Jeune. Et M. Schneeweis, ça, je l'ai appris. Je l'ai appris parce que je fréquente d'un peu près toute une association qui s'appelle les Georgette Sand et qui vient de sortir un livre qui s'appelle Ni vu ni connu, dans lequel elle traite des femmes qui ont disparu de l'histoire de l'humanité. Et parmi elles, il y a Marthe Gauthier. Et en travaillant à côté d'elle sur Marthe Gauthier, j'ai découvert que c'était vous qui l'aviez réhabilitée dans ses droits. Et avec le comité d'éthique, franchement, je trouve ça formidable. J'étais très contente de trouver votre nom là, de trouver l'INSERM là, de trouver que vous aviez pris cette position à un moment où cette dame est très vieille, elle vit encore, elle est extrêmement dynamique, elle répond au téléphone. Hein. Mais je trouvais ça, franchement, félicitations, c'est du fond du cœur que je vous le dis. Voilà, je voulais... Ah, merci. Vraiment, merci, parce que ça fait partie, si vous voulez, des choses qui nous animent, nous qui sommes féministes et qui avons vu tellement de choses se passer moches et qui n'étaient pas rétablies. Alors celle-là, c'est quand même un bon moment dans notre histoire. Donc je suis très contente d'être là, d'abord parce que j'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes et très intelligentes. Je n'ai pas tout compris parce que, comme tu l'as dit, Nathalie, je ne suis pas scientifique, donc je pense que je suis restée en deçà d'un certain nombre de contributions, mais ça m'a donné énormément d'idées. J'ai compris quand même un bon nombre de choses et beaucoup d'idées me sont venues. Et je crois que l'envie que j'ai, c'est que nous fassions, là où vous êtes et moi là où je suis, là où nous sommes, un petit bout de chemin ensemble. Or, votre temps de chercheur, ce n'est pas du tout le même que le nôtre. Nous, on est pressés. On est pressés. Il faut que les choses avancent vite. Il ne faut pas laisser passer le bon moment. D'autre part, vos objectifs ne sont pas les mêmes. Et reconnaissez-le, parfois vous vous défiez un peu, vous avez quelques présupposés concernant les féministes et le travail des associations. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous parler, que nous avons besoin de travailler ensemble. Nathalie a dit d'où je parle en effet du Haut Conseil dont je suis une des membres, présidente de la commission santé. Je parle aussi comme femme politique. J'ai été élue à plusieurs moments dans les quartiers nord de Marseille, exactement là où j'ai travaillé, déléguée à la culture, élue à la culture sur un secteur de Marseille, 136 000 habitants, pas une librairie, pas un cinéma. Et c'est pour vous dire un peu dans quelles conditions l'action politique et la réflexion politique se conduisent, aussi bien pour ce qui concerne la culture que ce qui concerne l'égalité femmes-hommes. Donc, ce parcours-là m'a laissé pleine de réflexions et d'interrogations aussi sur la question de l'égalité femmes-hommes, sur la question de leur santé, puisque c'est ce qui nous réunit ici. J'ai oublié de dire que j'ai été aussi pendant 11 ans présidente d'un observatoire des droits des femmes que j'avais créé au Conseil général des Bouches-du-Rhône et qui travaillait sur les questions d'inégalité entre les femmes et les hommes, à la fois dans la vie professionnelle et aussi du point de vue de leur santé. Et cet observatoire a été supprimé par le nouveau pilotage du département parce que les droits des femmes, c'est politique. Pour situer par une anecdote la question qui nous réunit aujourd'hui, qui est celle des mots, autour des mots féminisme, santé des femmes, recherche, je vais raconter comment j'ai découvert ce sujet des inégalités de santé. Vous allez y retrouver un certain nombre de choses que vous avez dites, qu'on a entendues ici. On est en 2010.
L'Observatoire des droits des femmes dont je suis présidente est partie prenante d'une structure qui est la Charte européenne de l'égalité entre les femmes et les hommes et qui est portée par le Conseil des communes et régions d'Europe. Et nous nous retrouvons, comme on se retrouve tous les ans, et cette fois c'est à Stockholm, dans une grande conférence dont Françoise Gaspard est l'oratrice principale. Et là, on est reçu, on travaille sur les questions de santé qui sont un élément important de cette charte européenne de l'égalité. Et on est reçu par une dame qui s'appelle Catherine Gustafsson et qui se trouve être médecin cardiologue, professeur de médecine du genre et en charge des urgences, du très grand Stockholm, de toute la communauté urbaine de Stockholm. Et là, elle nous explique comment elle s'est rendue compte de la différence de traitement entre les femmes et les hommes. Et c'était tellement stupéfiant, elle est remontée des statistiques, elle s'est rendue compte que les femmes arrivaient très tardivement dans un état extrêmement dégradé, que la mortalité des femmes était beaucoup plus importante que celle des hommes. À ce moment-là, elle est remontée à l'interpellation au téléphone, au protocole téléphonique qui accueillait les patients qui demandaient, qui appelaient les urgences. Et elle s'est rendue compte, comme vous le savez sans doute, qu'aux 3 premières questions, les hommes répondaient oui et les femmes répondaient non. Et que disait-on aux femmes? On leur disait, madame, ça n'est rien, c'est un petit malaise vagal, reposez-vous. Et si ça ne va pas mieux, rappelez-nous. Et c'est à partir de là qu'elle a déconstruit tout ce protocole téléphonique et qu'elle a reconstruit son principe d'accueil des femmes victimes de ces accidents cardio-cérébrovasculaires. Donc ça nous a stupéfaites. Dans cette séance, il y avait des femmes comme moi qui représentions un département, il y avait des élus de Paris, de Rennes, de Nantes, etc. Et on rentre dans nos régions et on raconte ça. Et personne ne s'intéresse à ce que nous disons. Ils ne nous croient pas. Moi, de mon côté, je commence à travailler avec le département et la région PACA, parce qu'il y a une structure qui s'intéresse à la santé en PACA. Et donc, j'arrive à convaincre de ce que je dis. Beaucoup de gens me disent, mais non, c'est des histoires, les Suédois, tu sais, etc. Non, je ne sais pas, moi, les Suédois, je ne les connais pas. Et j'ai entendu cette femme, ce qu'elle a dit, c'était formidable. Elle était parfaitement convaincante. Voilà, ça s'arrête là, mon histoire. Ça s'arrête là, pourquoi? Parce que je suis une petite dame qui est à la tête d'un observatoire des droits des femmes à Marseille. Marseille, en plus, premièrement. Deuxièmement, parce qu'il n'y a pas de vrai lien entre ce que nous constatons et ce que peuvent constater les médecins dans leurs services ou dans les services d'urgence. Et qu'il n'y a pas ce lien de confiance entre ce que peuvent dire des gens qui sont convaincus, qui bossent, qui travaillent, qui sont à la rencontre des populations, et les gens qui, dans leur service, font le travail qui est le leur, ou les gens qui sont dans la recherche. Et ça, c'est extrêmement dommage. 2016, nous faisons notre rapport au Conseil sur la situation des femmes en situation de précarité. On retrouve nos maladies cardiovasculaires, parce que la précarité, c'est un élément qui renforce les problèmes cardiovasculaires. Et à ce moment-là, nous apprenons, et j'apprends avec grand plaisir, que la France a fait un bond en avant sur ce sujet, a rétabli son retard. Donc, cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette histoire? Je vais aller un petit peu vite là-dessus. Elle nous raconte que, puisque j'ai la chance d'être ici devant un auditoire concerné, et que je vais dire clairement les conclusions qui sont les miennes, qui sont les nôtres sur cette question de la santé des femmes et de la connaissance de leur pathologie propre, je vais parler des écueils et des freins qui les empêchent de progresser. Le premier frein, ce sont tous les présupposés sur ce que devrait être la vie d'une femme, en particulier en fonction de son âge. Quand vous avez passé un certain âge, que vous allez chez le médecin, vous voyez bien que dans sa tête s'affiche quelque chose de ce que doit être votre vie quotidienne et qui n'a aucun rapport avec ce que vous faites. Deuxième frein, c'est le poids de la question de la reproduction et de la maternité qui occulte à peu près tout le reste et qui fait un effet de loupe quand on s'intéresse à la santé des femmes et à leur accès aux soins.
Troisième frein, et celui-là, il me tient extrêmement à cœur, et j'espère que en parlant, je ne vais blesser ni ennuyer personne. Ce troisième frein, ce sont les mythes qui se développent autour des pathologies féminines du fait de l'absence de travaux de recherche scientifique connus sur les sujets. Ce sont des mythes qui sont responsables, à mon avis, à notre avis, de conséquences importantes. On va prendre un exemple précis, celui des violences subies par les femmes. On lit, on entend qu'une femme victime de violences conserve au niveau du cerveau la trace indélébile des coups qu'elle a subis dans l'image cérébrale, au point que l'image cérébrale IRM en serait transformée à tout jamais. Pour un tel, c'est l'amygdale. Pour tel autre, c'est l'hippocampe, considérablement réduit, peut-être un peu comme Catherine l'a montré tout à l'heure. Il est très difficile pour nous, qui travaillons sur les questions de violences faites aux femmes, qui sommes en rapport avec ces associations dédiées qui font un travail formidable, il est très difficile de savoir ce qui est vrai ou faux. Des scientifiques nous disent en haussant les épaules, on n'empêchera jamais de dire et de publier des sottises, on est bien d'accord. Mais je voudrais vous prouver que dans ce cas, c'est extrêmement important et qu'on a grand besoin de vous. Il y a plusieurs niveaux de conséquences graves, d'après moi. Premièrement, celui des victimes elles-mêmes. Comment peuvent-elles s'en sortir en intériorisant un poids pareil, les marques indélébiles inscrites dans leur cerveau et bientôt transmises par la mutation consécutive de leur ADN à leurs enfants? J'ai entendu ça avant-hier. Deuxièmement, le lien victime-soignant qui est perturbé et s'enferme dans un cercle de dépendance, voire un cercle d'emprise. Troisièmement, comme ces hypothèses simplistes plaisent beaucoup, elles plaisent parce qu'elles donnent une explication de cette douleur terrible qui suit le moment des violences. Elles se répandent vite, les réseaux sociaux créant une contre-culture partagée par beaucoup de féministes qui luttent contre les violences. Quatrièmement, les politiques publiques sont aussi touchées et financièrement par le biais de la formation des agents des collectivités territoriales ou nationales qui sont formés à ces hypothèses que je ne qualifierai pas, qui diffusent à leur tour des informations erronées partout en France. Et c'est de l'argent public qui est ainsi vampirisé. Donc, sur ces sujets, ma demande, qui est aussi celle de beaucoup d'autres féministes et associatives et de gens qui travaillent sur ces sujets-là, est que la recherche médicale française, la recherche scientifique, s'intéresse aux questions que nous posons, qu'elle parle, démontre, réfute, et que par ailleurs, elle s'empare des questions de médecine de genre, comme on peut le faire dans certains pays, et j'ai bien entendu la communication de la dame de Berlin. Donc, je n'ai pas beaucoup parlé du Haut Conseil, mais au Haut Conseil, nous agitons toutes ces questions et nous essayons de les réunir. Et c'est fini. J'en termine là et franchement, j'espère que vous m'aurez entendu et grand merci pour vos contributions. Merci beaucoup Geneviève. C'est effectivement très important d'avoir aussi des questions de recherche qui remontent de spécialistes comme celle que tu représentes. Ça m'évoque d'ailleurs une autre question. C'est la question aussi du fameux choc post-traumatique, stress post-traumatique, syndrome post-traumatique, pardon, après une interruption volontaire de grossesse. Qui est écrite dans des rapports officiels qui sont rendus et qui donc expliquent que l'avortement, enfin voilà, pour les jeunes c'est une catastrophe. En tout cas c'est très intéressant et ça montre bien qu'aussi pour inspirer nos réflexions en matière de recherche, c'est fondamental qu'on s'appuie aussi sur les acteurs de terrain et les spécialistes. Merci beaucoup et j'espère que l'appel est entendu dans cette salle. Je passe pas tant la parole à Inke, mais je ne vous représente pas, c'est déjà fait, donc je vous laisse directement la parole. Merci beaucoup. Merci pour avoir la parole. If we are to reflect at the end of the day on where are we, what is the state of the art,
I thought it would be interesting to give some reflective notes and also tell you my personal story. I was trained in the 70s as a biomedical scientist, and there was no mention of sex or gender in my whole career. But then in the 90s I became a gender scholar, and then I hardly heard anything about biology, but I learned a lot of different gender theories. And by that time, well, it felt not okay for me, because I really was fascinated by biology, and somehow the two had to become connected. So at that time I had to select a topic for my PhD research, and then I found a topic where I thought there was a possibility to connect sex-related factors and gender influences. And it resulted in my thesis, which was called Gender and Bones. And it was on the making of osteoporosis, so not the discovery of osteoporosis, but the making of osteoporosis, in this case as a female disease, which in the end has led to a number of facts that were deleterious for men. They were not studied, there were no reference data, drugs were not tested on men, they were not included in research, and it lasted until the late 90s before that became corrected. So since then I started not so much more being in the laboratory, but doing working with the EU in different projects. I think I've seen the progress made since 2002 with ups and downs, and I see it goes, improvements go step by step, and there are also multiple ways to reach the aim of securing a healthcare that is attentive, that takes into account the different needs of women and men. But I've also seen the field growing, centers arising, journals appearing, networks of gender medicine have been created and are growing. Publication of a lot of handbooks. I think I have such a pile of books showing all the differences which have been established. But also there has been the development of special training courses and medical curriculum taking seriously sex and gender aspects into account during the whole curriculum, and also health curricula. So for me, I would say concerning the state of the art, the glass is more than half full, but I'm an optimistic person. And let me quote with a quote. Let me end with a quote of one of my first publications that I wrote as a biomedical scientist, integrating sex and gender elements in that publication. And that quote is, "Once you have seen how science is made instead of discovered, as I was trained to learn, then the world will never be the same." Merci beaucoup pour ce témoignage, et c'est vrai qu'on oublie toujours de le rappeler, mais finalement, alors avec quelques années de décalage entre la France et les États-Unis, mais les recherches sur le genre, en tout cas en sciences sociales, ça a commencé à se développer au début des années 70, et effectivement on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais bon, sachant que c'est récent quand même dans une perspective temporelle, et donc il y a quand même déjà beaucoup de choses qui sont faites, donc je partage votre optimisme. Oui, merci. Merci beaucoup. Hervé, donc je ne présente pas non plus, qui est déjà présenté ce matin. Merci pour un point de vue, alors en même temps de personnalité politique, de président du Conseil national d'éthique de l'INSERM, mais comme directeur d'un centre de recherche. Voilà. Bon, d'abord, merci à tous d'être encore là à une heure un peu tardive. Je vais essayer de ne pas répéter ce qui a été dit, parce que ce qu'on a déjà entendu à de multiples fois l'a été beaucoup mieux dit par les différents orateurs. Je voudrais insister sur 4 points avant évidemment de terminer en remerciant tous les participants de la journée, et tout particulièrement Catherine Vidal et Jennifer Merchant qui l'ont organisé, avec Barroso et tout le service des journées recherche et santé, ce qui a été essentiel. I'm going to turn to English to be courtois with our guests.
I should say that the first thing is that at the end of the day, it appeared as an evidence that it was a good thing that the INSERM Ethics Committee decided for such a day, because several of you, and Geneviève just a few minutes ago, call for the responsibility of research and the responsibility of searchers. And one of these points, and this has been highlighted by many of you, and particularly this afternoon by Catherine and Catherine, is for an academic institution like INSERM to communicate about what is real science and what is criticized, to be criticized. And we have several bodies to do that inside INSERM, and particularly we have a collective expertise group, which is overlooking the literature and making some reports separating real science from what is more and more either fake science or science with poor relevance because of poor statistics. And this problem of poor statistics is a general problem today, and it's also related to some other aspect where the INSERM Ethics Committee is trying to dig in, which are the aspect of scientific integrity. And we see that everything is systemic, because not one thing is completely disconnected from the other thing. The second point I'd like to mention is to call for care and attention about what is in French scienticité. In English it should be pseudoscience, which is, I should say, real scientific fact, but that are obviously biased. A good example of that was given at the beginning of the year by an article in Science that was using big data and looking for some social stereotype that were coming out from big data. And if you give data that most likely at INED you are working on, and you use big data, you will see that the majority of women, the care of children is from women in majority, and the workplace is for men in majority. And what are you going to deduce of that? It's science, because it's big data, and clearly there is a difference between the people that take care of children, that are more women, and people that take care at the workplace or at the head of big companies that are more men. And you have the numbers, and it's real science, but it's completely biased, because it's just the bias of the society that you repeat with the bias of science. So not every numbers have to be taken as gold. Another element that I have heard, and that will be very important, I think, for INSERM, is that the society is evolving very rapidly. It's clear that for France, we were late. I hope we will not be late anymore. But because it's evolving, we have to make prospective studies and not only rely on retrospective studies. And it's clear that for these questions, we have to find ways to get out of the sex difference, men and women, male and female in animal models, to move to more the behavior of some individuals, because we see more and more that gender questions are questions of behavior. And this is bringing me to the last point, which is the fact that dividing society between men and women is very simplistic. It's easy to find the difference between double X and Y. It's easy to find the difference between a male and a female. It's easy to find a difference between a man and a woman. But we are in societies of complexity. And more we have the duty to move to see if everything equal, if we can find some difference. When I was listening to
the talk of Dr. Cambois, I was thinking about what about studying airplane pilots? You have men, you have women, they are doing the same job, most likely the same stress, they are going to medical examination every 6 months or even more. You should have access to a lot of reports and look if there is really some difference, and if there is some difference, these are high educated peoples, they could most likely enter in studies. And now in biology we are doing more and more single cell analysis to get the picture of the organ or a disease. It's strange that we have to get down to the single cell analysis to get a systemic view of the organ. And I think that we have to dig more and more to individuals to get a real picture of what is happening in certain parts or certain activities or certain moment of our very complex societies. And I think that an ethical reflection and an ethical process is also to take care of this complexity, of this evolution during time, of this involvement of these people that are searchers, that are not perfect peoples, but their work should be close to integrity and quality. And these kind of days, and I'm sure the involvement of the participant of this day will serve this purpose of getting deeper in complexity and looking further on these questions. Thank you very much for all your participations, and this is just a beginning. We have many steps to climb before getting to the next floor. Merci beaucoup, Hervé. Alors, on peut vraiment être très optimiste parce qu'on est en avance. Hein. C'est incroyable. Hein. On a rattrapé tout le retard et on est même en avance par rapport à tous les points que tu as soulevés et le fait que je crois que ça a été parfaitement démontré dans cette journée que la légitimité du comité d'éthique pour organiser cette journée. Je suis tout à fait d'accord sur la nécessité de développer des études prospectives et comme tu l'as souligné, je trouve que c'est aussi très intéressant de réinterroger un certain nombre de publications, comme on l'a vu, qui ont été faites sous le prisme du genre, avec notamment l'exigence méthodologique que tu soulignais, d'être sûr que quand on met en évidence des soi-disant différences de sexe, est-ce que c'est vraiment des différences de sexe ou est-ce qu'il y a des biais de genre dans l'analyse comme on en a parlé. Donc je trouve que c'est tout aussi intéressant dans des perspectives historiques et sociopolitiques d'aussi interroger les connaissances scientifiques qui sont produites et qui fonctionnent comme des postulats que de lancer des études prospectives qui se donnent les moyens dès le départ de penser cette problématique du genre. Voilà, donc peut-être qu'on peut laisser quelques questions. Je crois que tout le monde a entendu plein de choses passionnantes, mais peut-être que sur ces enjeux un peu politiques et d'organisation, peut-être que vous avez des suggestions, des remarques. Within the international ecology of all of these efforts to start gender, science, sex, health type programs, there is really an opportunity here. And if I were to design a program from the ground up, definitely a couple of aspects I would keep in mind. One is focusing on young researchers who are just starting their career, who have been trained in this new generation at the undergraduate and the graduate level in sophisticated gender analysis methods and need opportunities. So a postdoctoral program or a young researcher award that would bring them to an institute or a center to really jumpstart an innovative research program. That relates to my second point, which is the need for methods. An innovation lab-like environment where people can try risky new methods for studying gender. And I think the cohort suggestion is a great one. There are all of these low-hanging fruit in cohorts where gender just hasn't been, the questions haven't been asked, or the cohorts are being designed. And as they're being designed, if we're thinking about sex and gender from the beginning, you can ask questions that haven't been able to be asked before.
And I don't see that happening in other centers that have focused mainly on the women in science question or mainly on the sex difference question. So if we could really bring social science and biological methods together, not just putting social scientists and biologists together, but young researchers who have both, and they do exist. So biosocial researchers, and giving them opportunities, that could be a really exciting and truly unique space. Thank you guys again. This was a wonderful day, and I'm delighted to be part of it. The one thing I guess I want to make sure, or to emphasize again as we're moving forward, is to really think about intersectionality and not be so excited about moving forward incorporating gender in, which is critically important, but incorporating gender in while also paying attention to race, class, sexuality, culture, other factors, because otherwise I fear the movement will end up again with the glass half empty while the rest of the field is moving ahead with intersectionality. If we're not also moving ahead with that while we're moving ahead with gender, I think we'll end up being, 2 steps forward and 1 step behind again. So just another push for making sure that we incorporate and think about intersectionality while we're doing that. Merci beaucoup. Je rebondis juste sur la question de l'intersectionnalité. Là encore, je crois qu'on a besoin de clarifier les concepts, la définition que tu viens de donner. Je dis juste, I think we need to clarify the concept that we are using. You spoke about intersectionality. Emmanuel Cambois spoke in another way. Yeah. So, but anyway, en tout cas, moi, I'm too tired to continue in English, sorry. But la question de l'intersectionnalité est absolument fondamentale parce que sinon, on va retomber dans une perspective essentialisante et on va revenir au point de départ. Donc c'est d'un point de vue théorique absolument essentiel. Et je pense que là, on a aussi beaucoup besoin d'échanger avec nos collègues des sciences biologiques et biomédicales. La question des jeunes chercheurs, j'allais terminer là-dessus en m'adressant au représentant du directeur général de l'INSERM en disant que si on veut vraiment donner structurer et lancer ce domaine en France, ça veut dire qu'on a aussi besoin de jeunes chercheurs qui travaillent sur ces questions-là. Alors, si les oiseaux rares qui sont en même temps excellents en génétique, en neurobiologie, en sociologie, en histoire existent, why not? Mais déjà, si on a des excellents jeunes chercheurs en sciences biomédicales et qui sont intéressés par les questions de genre et des très bons chercheurs en sciences, jeunes chercheurs en sciences sociales qui sont intéressés par les approches de genre, et si les chercheurs plus vieux comme nous travaillent ensemble, ce serait déjà beaucoup. Ce serait déjà beaucoup. Voilà. Moi, ce que j'entends aussi, c'est un intérêt partagé par les chercheurs en biologie, en sciences plus fondamentales et en sciences sociales d'échanger tout en gardant leur spécificité, etc., avec des enjeux méthodologiques. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup, mais en épidémiologie, en sociologie quantitative, en démographie, on a les outils d'analyse qui permettent de vraiment arriver à faire de la bonne interprétation des données en arrivant à isoler les effets spécifiques qui peuvent être liés à différentes dimensions, notamment liées au sexe. Donc pour rebondir sur ce que Sarah disait aussi sur la question des méthodes, je crois qu'on a tout à y gagner, à essayer de travailler ensemble. D'où l'idée que, voilà, il faut prendre ce deuxième colloque sur genre et santé, mais ce premier colloque international organisé par l'INSERM comme voilà, le pied dans l'étrier. Et puis maintenant, il faut que derrière, les responsables, on galope, il faut que les responsables de l'INSERM suivent. Mais Hervé se fera un plaisir de faire remonter vos remarques auprès des plus hautes instances. Est-ce que Catherine ou Jennifer, vous voulez le mot final ou le président du Conseil d'éthique? Je vous donne la parole. Je dis un dernier mot pour et puis après, voilà. L'un des rôles du comité d'éthique, c'est de mettre le doigt ou de pointer là où justement il y a des difficultés. On a souligné dans d'autres arènes et ici dans une journée recherche et santé les manques ou l'insuffisance de la recherche sur l'embryon et sur les cellules, les gamètes. On souligne aujourd'hui la nécessité de recherche sur le genre. Ensuite, l'insuffisance des financements de la recherche en France, elle est connue. Mais les bons projets, moi je veux rester optimiste, les bons projets doivent à un moment pouvoir émerger si une communauté arrive à émerger.
il faut voir qu'à l'ANR, là, dans la vague actuelle, rien que pour le secteur biologie-santé, c'est 7000 lettres d'intention qui ont été reçues. Donc, évidemment, si un secteur est sous-représenté, le nombre de lettres sélectionnées pour un projet complet sera également sous-représenté. Ce n'est pas pour ça qu'il faut renoncer d'emblée, il faut au contraire être proactif. J'espère que cette journée est une journée de mobilisation et de proactivité. C'est aussi une journée d'appel à travailler en réseau. Et je pense que de plus en plus, ce travail en réseau et en consortium est reconnu. Juste pour prendre un exemple, j'ai eu au laboratoire une philosophe qui est venue travailler chez nous sur le concept de cellules souches normales et de cellules souches tumorales. Aujourd'hui, cette philosophe a un poste de chargée de recherche au CNRS et elle est en train de mener des travaux à l'Institut Gustave Roussy, qui l'a recrutée pour développer des travaux de philosophie de la prise en charge de la recherche sur le cancer ou de la philosophie de la prise en charge des patients atteints de cancer. Donc voilà un exemple d'un centre de recherche. Il n'y a rien de plus biologique a priori que le cancer aujourd'hui, même s'il y a beaucoup d'études épidémiologiques, économiques, etc., mais qui recrute un philosophe pour l'aider à conceptualiser les nouvelles recherches ou les nouveaux soins. Donc je crois beaucoup au fait qu'on a des hybridations qui se font. Dans mon centre de recherche, dans l'Institut de biologie Paris-Seine, nous avons des mathématiciens qui font de la biologie avec nous. Nous avons des biophysiciens qui viennent nous aider à créer des nouvelles machines pour étudier le cerveau ou des parties du cerveau qui nous intéressent. Nous avons des généticiens, bien sûr, qui nous aident à faire des souris triples ou quadruples transgéniques. Aujourd'hui, on est dans un temps d'intersection et de cross-fertilisation. Et c'est comme ça qu'on va arriver à faire la science en France de demain, parce que sinon, c'est d'autres qui la feront en Chine ou aux États-Unis. Donc, on a aussi notre mot à dire. Et nous comptons sur vous pour le dire. C'est pour ça qu'on essaye de travailler à cette mobilisation des consciences et qu'on vous remercie d'y participer. Merci à tous, merci à tous les participants et à très bientôt. Pas de mot de conclusion, alors je le prends, juste pour dire que pour abonder dans le sens d'Hervé, c'est extrêmement important et c'est aussi extrêmement important de donner les moyens à un nouveau champ de recherche de se structurer pour avancer et qu'on ne peut pas s'appuyer juste, c'est important que sur des volontés individuelles de travailler ensemble. Je crois qu'on a vraiment besoin d'être soutenus, chercheurs de toutes les disciplines, chercheuses à l'INSERM et dans les autres établissements de recherche, si on veut vraiment représenter une force de frappe compétitive sur les questions de genre et santé. Voilà, ce sera le mot de la fin, avec plein de postes pour les jeunes chercheurs.